Qu'est-ce qu'une valeur nominale? Qu'est-ce qu'une valeur réelle? Et comment on fait pour retrouver des valeurs réelles à partir de valeurs nominales? Ben, la première chose, c'est peut-être d'expliquer ce qu'est une valeur nominale. Donc, une valeur nominale, c'est une valeur qu'on voit, qu'on observe. Les prix, vous voyez affichés sur les différents items. Le salaire, ce qui est écrit sur votre paye, c'est des valeurs nominales. C'est des prix et la valeur de la monnaie courante, d'accord? C'est ce qui est en cours en ce moment, ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est une valeur exprimée, donc une valeur nominale, c'est une valeur exprimée en dollars de l'année en cours. Elle néglige le fait que les prix changent. Et peut-être ce terme-là est important si on pense à ce qu'est une valeur réelle. Donc une valeur réelle, c'est aussi la mesure d'une valeur. Par exemple, on pourrait mesurer la production d'un pays, le PIB, à l'aide de valeurs nominales, donc la valeur totale de ce qui est produit à l'aide des dollars de l'année en cours. Une valeur réelle pourrait aussi servir à à mesurer la production du pays. Mais ici, les prix et la valeur du dollar resteraient constants de telle sorte qu'il n'y aurait pas de perte de pouvoir d'achat d'un dollar ou il n'y aurait pas d'augmentation de prix d'année en année pour un même produit. Une valeur réelle, c'est une valeur exprimée en dollars d'une année de base et la quantité de biens et services que permet d'acheter la monnaie avec 1 dollar reste constante. Donc les prix ne changent pas. Les prix sont constants ici. Les valeurs réelles, ça nous renseigne vraiment s'il y a une augmentation ou une diminution de la quantité de biens et services. Tandis qu'une valeur nominale, ça nous renseigne pas immédiatement à savoir est-ce qu'il y a eu une augmentation ou non de la quantité de biens et services. Vous trouvez ça peut-être un peu ésotérique, on va aller regarder un exemple assez flagrant. Ici, on a le salaire minimum aux États-Unis en termes nominal, en mauve foncé, et en termes réels, en mauve pâle. Donc, en mauve pâle, c'est en termes réels et l'année de base ou l'année de référence, c'est les dollars de 2009. Donc, ça correspond à ce que vous auriez été capable d'acheter avec des dollars de 2009. Donc, en 2009, avec, par exemple, 4 dollars, vous pouviez acheter une certaine quantité. Eh bien, 4 dollars de 2009, ça correspond, en termes réels, à ce qu'on gagnait en termes de salaire minimum en 1940. Donc, en 1940, nominalement, on gagnait combien de salaire minimum? Ben, on gagnait autour de 25 sous de l'heure. Mais 25 sous de l'heure permettait d'acheter beaucoup d'items. En fait, ça permettait d'acheter autant d'items que ce qu'on peut acheter aujourd'hui avec 4 dollars ou ce qu'on pouvait acheter en 2009 avec 4 dollars. En 1950, le salaire minimum a grimpé rapidement puis est monté autour de 80 sous de l'heure. Mais en termes réels, ça correspondait à quelque chose d'un peu plus bas que ce qu'on gagnait en 1940. Donc, ça correspondait peut-être à 4,50, à 3,50 en termes réels. Et le moment dans l'histoire des États-Unis, donc ça c'est le salaire minimum tel que dicté par le gouvernement fédéral, le moment dans l'histoire des États-Unis où quelqu'un qui gagnait le salaire minimum était le mieux payé, c'était en termes réels, en 1970. En 1970, le salaire minimum tournait autour de 1,65 $ de l'heure, mais pourtant, en 1967, 1,65 $, mais pourtant, ça correspond, ce qu'on pouvait acheter avec 1,67 $, ça correspond à ce que, en 2009, vous pouviez acheter avec 10 dollars. Donc, en termes réels, c'était 10 dollars de l'heure. Donc, c'est important de savoir si c'est une valeur nominale qui nous est présentée ou si c'est une valeur réelle. Et souvent, quand on présente par exemple la croissance des salaires sur une base nominale ou la croissance de la production sur une base nominale, on cache une partie de la vérité. On a l'impression que ça fait augmenter notre pouvoir d'achat, mais peut-être pas. Peut-être que c'est seulement les prix qui ont augmenté. Peut-être que les prix ont monté et on n'est pas capable d'acheter plus que ce qu'on pouvait avant. Donc, ce serait le cas, par exemple, pour quelqu'un qui travaillait au salaire minimum en 1940, puis en 1950, eh bien, il pouvait acheter plus d'items en 1940 avec le salaire minimum, même si nominalement c'était plus bas qu'en 1950. Pourquoi? Bien, parce que les prix ont monté plus rapidement. OK. Donc, comment on calcule une valeur réelle quand on a seulement les valeurs nominales qui sont affichées? Bien, la façon de faire ça, c'est d'enlever la composante qui correspond
à l'augmentation des prix. Donc, pour savoir combien vous pourriez acheter en dollars d'une année de référence, vous devez enlever la composante. Excusez-moi, donc j'ai changé la diapo ici, j'avais fait une erreur. Merveilleux, on est de retour. Alors, donc on va prendre un exemple québécois. Ici, on a vu ici le salaire minimum aux États-Unis, mais on va prendre un exemple québécois. De 2010 à 2011, le salaire minimum est passé de 9,50 à 9,65 $. Donc, il devrait avoir un signe de dollar ici. 9,50 à 9,65 $. Donc de 2010 à 2011. Mais pourtant, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, est passé de 117 à 121 de 2010 à 2011. Donc la question légitime que quelqu'un a le droit de se demander, c'est moi qui travaillais au salaire minimum en 2010 et au salaire minimum en 2011, est-ce que je suis capable d'acheter plus de lait, plus de céréales, plus d'essence pour ma voiture en 2011 ou non? Est-ce que les prix ont augmenté plus vite que mon salaire? Donc, est-ce que l'augmentation du salaire minimum a permis d'augmenter le pouvoir d'achat de quelqu'un qui travaille au salaire minimum, ou est-ce que les prix ont augmenté tellement vite que le salaire minimum ne peut pas suivre l'augmentation des prix et finalement, en 2011, on est plus pauvre qu'en 2010 si on gagne le salaire minimum, même après l'augmentation nominale du salaire minimum. Alors, comment on fait ça? Ben, il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est celle-ci. La première stratégie, c'est celle-ci, c'est de transporter tous les salaires vers l'année de référence 2002. Donc, on va diviser chacun des salaires par leur indice de prix. Puis ensuite, on va toujours multiplier par 100 et on va avoir tous les salaires en dollars de 2002. D'accord? Donc, par exemple, ici, c'est un exemple de règle de 3 qu'on aurait pu faire. Si on avait gagné à une certaine époque 9 $ de l'heure et que l'indice des prix était 114, eh bien, on va diviser 9 $ de l'heure par 114. On va retrouver combien ça nous aurait donné en dollars de 2002. Ou l'autre stratégie, c'est de choisir une année de référence qu'on apprécie, par exemple 2010, puis je vais me demander combien 9,65 $ en 2011, combien ça me permettait d'acheter en 2010, ou comment ça se compare en termes de valeur à ce que j'aurais pu gagner en 2010 si les prix n'avaient pas augmenté. Et comment je fais ça? Bien, même stratégie, je prends 9,65, je divise par 121, l'indice des prix de 2011, et je multiplie par 117. D'accord? Donc ça, c'est une façon de retrouver, dans une certaine mesure, le salaire réel ou la variation réelle du pouvoir d'achat. Il y a 3 formules magiques que vous aurez besoin. Oubliez ça ici en haut. 3 formules magiques que vous aurez besoin. La première, c'est celle du taux de croissance de A vers B, par exemple de 2010 à 2011. Donc, c'est B moins A divisé par A. Mais le taux de croissance de quoi? Le taux de croissance nominal. Donc, à ce moment-là, vous prendriez des salaires sur une base nominale. Le taux de croissance des prix, le taux de croissance de l'IPC, ou le taux de croissance réel. Dans ce cas-là, vous devriez avoir toujours les mêmes prix. Il faudrait enlever la partie qui correspond à l'inflation. Et donc, il faudrait, par exemple, rapporter tous nos prix vers 2002, tous nos salaires, vers 2002, ou tous nos salaires vers une même année de référence. Alors, taux de croissance de A vers B, c'est B moins A divisé par A fois 100% si vous le voulez en chiffres entiers ou en chiffres exprimant en pourcentage. Ensuite, il y a cette relation-ci. 1 plus le taux de croissance, ici en décimale. Donc, 5%, c'est 0,05. Donc, 1 plus le taux de croissance, c'est égal à 1 plus le taux d'inflation fois 1 plus le taux de croissance réel. Et la valeur en dollars d'une année de référence, donc par exemple, si je vous demandais de transporter le salaire de 2011 en prix de 2002, ben à ce moment-là, comment vous feriez? Ben, le salaire de 2011 en prix de 2002, ce serait le salaire de 2011 en dollars courants, 9,65, fois l'IPC de référence, celui de 2002, divisé par l'IPC courant, celui de 2011, donc 121. Donc, fois 100 divisé par 121. Ce serait une stratégie. Et c'est ce que vous allez utiliser aussi pour calculer le PIB réel si vous voulez le rapporter à une année de référence. Donc, par exemple, ici, j'ai une histoire de PIB nominal. On calcule, par exemple, que le PIB nominal est passé de 1700 milliards de dollars à 1800 milliards de dollars de 2010 à 2011.
Et l'indice implicite des prix ou l'indice des prix à la consommation, c'est deux fois deux mesures semblables d'évolution des prix. Donc, il est passé de 117 à 121. En dollars constants de 2002, à combien correspond le PIB de 2010 et de 2011? C'est-à-dire, si les prix, depuis 2002, si les prix n'avaient pas bougé, à combien correspondrait la valeur de la production canadienne si les prix n'avaient pas bougé depuis 2002? Bien, comment on va faire ça? Bien, on va prendre 1700 milliards de dollars, puis on va diviser par les prix de 2010, puis ensuite on va multiplier par les prix de 2002. Donc on va multiplier par 100, parce que 2002, c'est notre année de référence. Et même chose, on va prendre 1800 milliards, on va diviser par 121, et on va multiplier par 100 pour avoir le PIB de 2010, mais exprimé à l'aide des prix qui n'ont pas changé, les prix de 2002. Donc ça, c'est une première question. Mais la question que vous allez voir arriver le plus souvent dans les journaux, dans les publications, c'est quel est le taux de variation réel du PIB de 2010 à 2011. Et comment on va calculer le taux de variation réel? Bon, on a deux stratégies. Soit on calcule le taux de croissance nominal et le taux d'inflation, puis ensuite on peut retrouver le taux de croissance réel, ou on trouve toutes les valeurs dans les mêmes prix. Donc, par exemple, on transforme le PIB toujours en prix de 2002, puis une fois qu'on a seulement des valeurs réelles, des valeurs où les prix n'ont pas changé, là, on va utiliser notre formule de taux de croissance. Donc, moi, je vous propose la première stratégie. On va trouver la croissance nominale. Donc, la croissance nominale de 2010 vers 2011. On ne sait pas si cette croissance nominale-là, elle est due à l'augmentation des prix, à l'augmentation des quantités ou probablement un mélange des deux. On trouve la croissance nominale ici et ça me donne 5,88%. Je vais trouver aussi la croissance des prix. Donc 121 moins 117 divisé par 117, je calcule l'évolution ou la croissance de l'indice des prix. Et ça me donne 3,4%. Et ensuite, j'utilise ma formule magique ici qui me permet de trouver le taux de croissance réel en fonction du nominal et de l'inflation. Donc, au fond, je vais diviser 1 plus le taux de croissance nominal. Je vais le diviser par l'inflation. Donc, c'est comme si j'enlevais la partie du nominal ici, qui est et les prix et la croissance réelle. J'enlève les prix. Donc, je divise par le taux d'inflation et je retrouve le taux réel. Donc, deux stratégies, mais moi, je trouve que celle-ci va très bien. Je vous laisse essayer des exercices et on se revoit la semaine prochaine.